The New York Times is committing a war crime against Le New York Russia. Times commet un crime de guerre contre la Russie. Oui, vous avez bien entendu. L'un des plus grands journaux des États-Unis est accusé d'être l'auteur d'un crime de guerre, même si les États-Unis ne sont pas officiellement en guerre avec la Russie. Vous n'avez pas besoin d'être parti à une guerre ou dans l'armée pour commettre des crimes de guerre. Si vous enfreignez les lois de la guerre pendant un conflit, que ce soit votre propre guerre ou celle de quelqu'un d'autre, vous devenez un criminel en vertu du droit international. Naturellement, cela n'aura aucune répercussion, ni pour le journaliste impliqué, ni pour le journal lui-même. Cependant, il vaut la peine d'examiner ce cas, car il fournit des aperçus sur l'état d'esprit d'un hégémon en déclin. Je vais d'abord discuter du crime dont le New York Times est accusé, et pourquoi il est considéré comme un crime. The New York Times committed and why it is a crime, and then in the second part we'll go through the New York Times article through which. Dans la deuxième partie, nous examinerons l'article du New York Times par lequel le crime a été commis. Mais qu'a fait exactement le New York Times? Il a illégalement exposé des soldats russes devenus prisonniers de guerre en Ukraine à la curiosité publique, ce qui est explicitement interdit par la Troisième Convention de Genève. Voici l'article dont nous discutons. Il est apparu il y a 1 ou 2 jours. Tout d'abord, vous voyez comment les captifs russes sont représentés sur une photo, puis le contenu de l'article. Le titre est « Lors de l'incursion en Ukraine, des conscrits russes racontent leur reddition en masse ». Plus de 300 soldats russes, prisonniers de guerre, ont été traités dans une prison en Ukraine, fournissant au pays un fonds d'échange très nécessaire pour de futurs échanges de prisonniers de guerre. L'article offre un aperçu des interviews menées par le journaliste Andrew E. Kramer avec des soldats russes capturés. Cela est explicitement interdit par la Troisième Convention de Genève. J'ai la Troisième Convention de Genève ici devant nous. Les différentes conventions de Genève traitent de divers sujets, et la troisième concerne spécifiquement les droits des prisonniers de guerre. Il est important de noter qu'être prisonnier de guerre est souvent perçu négativement, comme quelque chose qui crée de l'insécurité et est indésirable. Et naturellement, personne ne veut être prisonnier de guerre. Mais il est très important de savoir que, selon les lois de la guerre, être prisonnier de guerre est un statut privilégié. C'est bénéfique pour les prisonniers. Ils reçoivent de nombreuses protections en vertu de la loi et sont reconnus comme un groupe spécial auquel aucun mal ne peut être fait. Par exemple, les prisonniers de guerre ne peuvent pas être poursuivis simplement pour avoir fait partie d'une armée ennemie. Ils bénéficient de la protection du droit international, qui garantit qu'une fois la guerre terminée, ils doivent être immédiatement renvoyés à la partie adverse. Ils ne peuvent pas être blessés, torturés ou soumis à toute forme de mauvais traitement. Les prisonniers de guerre ont un statut qui protège les soldats tombés en captivité ennemie. L'article 13 le précise clairement. Laissez-moi vous le lire. Les prisonniers de guerre doivent en tout temps être traités avec humanité. Tout acte ou omission illégale de la puissance détentrice qui cause la mort ou met gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre sous sa garde est interdit et sera considéré comme une violation grave de la présente convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne peut être soumis à une mutilation physique ou à des expériences médicales ou scientifiques, de quelque nature que ce soit, qui ne soient pas justifiées par le traitement médical, dentaire ou hospitalier du prisonnier concerné, et effectuées dans son intérêt. Et puis, très important, le paragraphe suivant indique « De même, les prisonniers de guerre doivent en tout temps être protégés, notamment contre les actes de violence ou d'intimidation et contre les insultes et la curiosité publique. »
Cette disposition de protection des prisonniers de guerre contre la curiosité publique est devenue particulièrement importante après le début de la guerre à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine en 2022. Au cours de l'été de cette année-là, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est le gardien des conventions de Genève, a souligné cette protection. La Croix-Rouge veille à ce que les conventions de Genève soient respectées autant que possible. Ils sont responsables du niveau opérationnel des conventions de Genève, ce qui est bien sûr d'une importance capitale pour eux. Ils ont écrit un article sur la protection des prisonniers de guerre contre la curiosité publique. Dans celui-ci, un expert juridique de la Croix-Rouge explique que l'interdiction d'exposer les prisonniers de guerre à la curiosité publique est motivée par deux préoccupations. Premièrement, il y a le désir de préserver la dignité du personnel militaire qui s'est rendu ou a été capturé. Deuxièmement, il y a un impératif de les protéger contre les dommages pendant leur captivité et lors de leur libération. L'article explique que l'exposition à la curiosité publique inclut la divulgation d'images de prisonniers de guerre, les enregistrements d'interrogatoires ou de conversations privées, la correspondance personnelle et toute autre donnée privée. La diffusion de toute donnée privée des prisonniers de guerre n'est pas autorisée. Aucune. Rien. None of it, nothing. Very importantly here, this legal expert says that even Très important, cet expert juridique affirme que même si les prisonniers de guerre semblent faire des déclarations publiques volontaires ou participent volontairement à des enregistrements, divulguer cela au public reste illégal. Toute décision prise par un prisonnier de guerre se fait dans des circonstances où son bien-être dépend entièrement de la puissance ennemie. La vulnérabilité inhérente à leur situation et le risque élevé de coercition sous-tendent cette disposition et bien d'autres de la Troisième Convention de Genève. C'est assez simple. Puisqu'un prisonnier de guerre est, par définition, entre les mains de ses ravisseurs, si vous l'interviewez et diffusez l'entretien, même s'il est d'accord, vous ne pouvez pas supposer que ce consentement a été donné librement. Cela est probablement lié à leur situation de captivité. But that it had something to do with their situation of being captured. Now, that is precisely what the New York Times did. Maintenant, c'est précisément ce que le New York Times a fait. Dans cet article que je vous montre ici, désolé, laissez-moi le rallumer, ce journaliste, Andrew E. Kramer, le chef du bureau du New York Times pour l'Ukraine, à Kiev, est allé dans une prison et a interviewé des prisonniers de guerre russes qui ont été capturés récemment lors de l'attaque surprise de l'Ukraine sur le territoire russe. L'une des choses que fait cet article, et pourquoi il est important de reconnaître comment il parle de ces personnes, est qu'il les présente non pas tant comme des soldats, mais comme des conscrits. Not so much as soldiers, but it presents them as conscripts. This word conscripts keeps coming up again and again and again. Ce mot « conscrit » revient sans cesse. C'est une tactique pour indiquer que ces personnes étaient tout d'abord des soldats russes qui ont été enrôlés contre leur gré. Ils ont été appelés et ont dû rejoindre l'armée. Ils étaient très jeunes. L'article évite également d'utiliser le mot « soldat ». Bien que le mot apparaisse plus tard dans l'article, il revient toujours à décrire ces personnes comme des conscrits. Laissez-moi vous lire ceci. L'article indique que des dizaines de conscrits russes capturés étaient allongés dans la cellule de prison que le journaliste a visitée. Dans des interviews, ils ont rappelé avoir abandonné leur position ou s'être rendus lorsqu'ils ont fait face à des forces ukrainiennes bien équipées et aguerries, traversant leurs frontières. L'article souligne à plusieurs reprises que la Russie était très mal préparée et que ses conscrits étaient en mauvaises conditions militaires. D'un autre côté, il décrit les Ukrainiens comme aguerris, semblables à des troupes d'élite. Ce contraste saisissant est mis en avant pour imiter ce qui a été rapporté dans le New York Times il y a 2 ans, suggérant que la Russie est une armée en échec
incapables de mener une guerre, non préparés et non formés. Pendant ce temps, les Ukrainiens sont dépeints comme héroïques, avec des références aux fantômes de Kiev et à l'île aux serpents, montrant à quel point ils sont meilleurs. The Ukrainians are just much better. This is like, it's almost nostalgic reading this, right? C'est presque nostalgique de lire cela, n'est-ce pas? Le journaliste du New York Times a trouvé un moment de faiblesse évidente que les Russes ne peuvent contester. Il s'attaque vraiment à la question des conscrits. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que cela se rapporte à la mentalité occidentale, qui rêve encore, même en 2024, d'un changement de régime en Russie, en raison de l'humiliation de Vladimir Poutine. L'article mentionne que le New York Times identifie les prisonniers uniquement par leur prénom et leur grade, pour leur sécurité, s'ils sont renvoyés en Russie, dans le cadre d'un échange de prisonniers. Je trouve fascinant que le journaliste sache qu'il met ses prisonniers de guerre en danger. Cependant, il ne semble pas interpréter ces actions comme potentiellement dangereuses pour eux. Il parle d'eux comme étant capturés par les Ukrainiens, mais suggère que ce pourraient être les Russes qui leur feraient du mal plus tard, dépeignant les Russes comme ceux qui se vengeraient de leur propre personnel capturé. Toute cette entreprise est illégale en vertu de la 3e Convention de Genève. Parler à ces personnes et révéler des parties de leur nom, ainsi que leurs âges, est hautement illégal. Mais continuons avec l'article. Les combats ont marqué un tournant significatif dans la guerre. Cela revient à la narration principale. La narration principale suggère que la Russie est maintenant enfin perçue comme beaucoup plus faible et qu'elle est en train de perdre à nouveau. Cette narration est entrelacée avec la mauvaise condition des forces russes qui gardaient la région de Koursk, où cette incursion a eu lieu. Il oscille entre ces deux thèmes et finit par expliquer pourquoi cela importe. Je vais vous montrer cela dans un instant. L'article indique que la frontière de la Russie était faiblement défendue, principalement par de jeunes soldats conscrits qui, dans des interviews, ont décrit leur reddition et l'abandon de leur position. L'article mentionne un soldat nommé Vassili, identifié uniquement par son prénom pour protéger son identité. Cela est censé être parce que le journaliste se soucie de protéger l'identité de ses prisonniers de guerre. Cependant, il semble qu'il n'ait pas beaucoup de sympathie pour eux. Sinon, il ne les exposerait pas de cette manière, n'est-ce pas? Le soldat Vassili aurait apparemment dit « Je n'ai jamais pensé que cela arriverait » et qu'ils étaient surpris. Personne n'avait vu venir cette incursion. Donc, évidemment, la Russie n'était pas préparée. Il y a des discussions sur le fait que la Russie aurait en fait mis cela en place comme un piège. Cependant, il est difficile d'imaginer que ce soit un piège quand cela cause tant de problèmes, de douleurs et de dommages à l'intérieur de la Russie. C'était probablement un acte d'une campagne militaire que la Russie n'avait pas anticipé, et par conséquent, il n'avait pas de défense adéquate là-bas. Les soldats russes à la frontière ont été débordés et capturés. L'article continue, suggérant que cela pourrait également résonner à l'intérieur de la Russie. La perte de jeunes soldats russes enrôlés pendant les guerres en Afghanistan et en Tchétchénie a suscité un mécontentement généralisé dans le pays. Le journaliste semble espérer que le reportage sur les soldats russes conscrits capturés en Ukraine se retournera contre Vladimir Poutine et affaiblira la détermination de la Russie à mener cette guerre. Il y a un objectif politique et militaire clair derrière l'article. Cela soulève également des préoccupations quant à l'exposition des images de ces soldats, car on peut voir le visage d'une personne blessée et en détresse.
person here who's obviously wounded and obviously in distress and who's obviously not doing well. And the New York Times just prints this. It just goes out. Et le New York Times publie cela, tout en prétendant encore se soucier de l'identité et de la vie de ces soldats russes, n'est-ce pas? L'article indique en outre que la prison dans le nord de l'Ukraine, où les conscrits ont été interrogés vendredi, a traité jusqu'à présent 320 prisonniers de guerre, dont 80% de conscrits. Cela souligne le fait que la Russie, selon l'article, dépend fortement des conscrits. Bien qu'il mentionne que les soldats utilisés en Ukraine sont des soldats sous contrat, il revient sans cesse à la question des conscrits. Les chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Le journaliste semble suivre le récit de l'armée ukrainienne et de l'establishment américain. Il rapporte ce que disent les Ukrainiens, puis ajoute une clause de non-responsabilité indiquant que les chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Cela suggère qu'aucun effort n'a été fait pour exiger une preuve de l'affirmation de 320 prisonniers. Donc, c'est le New York Times. Le journaliste nous donne simplement les chiffres qu'il a entendus des Ukrainiens, n'est-ce pas? Vendredi dernier, la prison détenait 71 prisonniers de guerre entassés dans des cellules de sous-sol. Ils semblaient écarquillés et désorientés en regardant les gardes escorter les journalistes dans les cellules pour des interviews. Le journaliste nous dit même qu'il a été emmené là-bas par les Ukrainiens et a vu à quel point ces personnes étaient en détresse. Ensuite, nous voyons des photos de soldats gravement blessés. Encore une fois, c'est une violation de la 3e Convention de Genève. Ce n'est pas acceptable, mais cela se fait quand même. L'article poursuit en indiquant que la prison a donné accès à plusieurs médias, y compris le Times. Les journalistes se sont identifiés et ont demandé la permission de réaliser des interviews et de prendre des photos. Les détenus ont été interrogés après leur capture et en présence de gardes, donc leurs récits n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Les gardes n'ont pas intervenu et se tenaient à une certaine distance des prisonniers pendant les conversations. Cela ne rend pas acceptable de faire cela, même si vous prétendez être prudent avec ces prisonniers. Cela est explicitement interdit. C'est exactement ce contre quoi l'expert du CICR met en garde. Vous n'êtes pas censé diffuser des témoignages sous la contrainte et le stress avec des prisonniers sous pression mentale de leurs ravisseurs. Cela ne fait qu'empirer. Le journaliste commence même à nommer des personnes, comme le soldat Sergei, 20 ans, de Tatarstan. Certes, ils n'ont pas donné son nom de famille, mais ils ont fourni son âge et son origine. Quelle difficulté la Russie aura-t-elle à l'identifier si elle sait qui parmi ses citoyens a été capturé? C'est essentiellement révéler l'identité des prisonniers de guerre. L'article souligne la retraite chaotique, mettant en avant que les Russes étaient en désordre, non préparés et que rien ne fonctionnait comme prévu. Il mentionne que le chef de peloton a crié par une fenêtre « Il y a des conscrits ici, nous voulons nous rendre », puis ils se sont rendus aux Ukrainiens. Certains soldats se sont plaints d'avoir été envoyés sur le champ de bataille avec une formation inadéquate. Le journaliste souligne à plusieurs reprises la mauvaise condition militaire des Russes, suggérant qu'il s'agit d'une pièce de propagande destinée à dépeindre la Russie comme étant inefficace, en plus d'être un crime de guerre. Je ne sais pas ce que font les Russes. Il est assez clair que si vous avez une telle incursion, alors les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ils essayent de souligner cela pour le public occidental, afin de mettre en évidence la faiblesse des Russes en exploitant les situations de ces prisonniers de guerre. Par exemple, le soldat Dimitri,
21 ans, de la région de Komi, est presque clairement identifié. Cela montre une défense russe faible et désorientée à plusieurs reprises. Il y a des photos de prisonniers de guerre qui manifestement ne vont pas bien. C'est un crime de guerre, l'un après l'autre. L'article continue. War crime after war crime. The article continues. For Mr. Zelensky, the influx of prisoners of war. Pour M. Zelensky, l'afflux de prisonniers de guerre atténue ce qui était devenu un problème intérieur latent. L'article conclut en discutant des intentions concernant ces prisonniers de guerre. Selon l'article, ils sont traités conformément aux conventions de Genève. Ils sont tenus à l'écart du danger, et ainsi de suite. Cela suggère que, du moins du côté ukrainien, le traitement des soldats est correct. La partie inappropriée est que les Ukrainiens permettent aux médias d'entrer dans ces camps de prisonniers de guerre, et le New York Times s'y prête. C'est comme dire « D'accord, j'ai eu l'offre de voir des prisonniers de guerre. » Just like, okay, I got the offer to see prisoners of war, I'm going to do that, and I'm going to report about them. Je vais en parler dans l'un des plus grands journaux américains. Les Ukrainiens espèrent utiliser ces prisonniers pour les échanger contre leurs propres soldats capturés. La Russie ne divulgue pas le nombre d'Ukrainiens qu'elle a capturés, mais on supposait avant l'incursion qu'ils avaient plus de prisonniers ukrainiens que l'Ukraine n'en avait de Russes. Avec la capture de tous ces soldats, cela semble changer, ce qui serait un développement positif pour l'Ukraine. Il y a une partie intéressante à la fin qui mentionne une mère d'un soldat ukrainien, Madame Tetiana Vishniak. Son fils a servi dans le régiment Azov et a été capturé et condamné à 20 ans dans une prison russe. Il y avait peu d'espoir pour sa libération, étant donné l'avantage de la Russie en termes de nombre de prisonniers de guerre. Elle dit ensuite que pour nous tous, c'est une grande chance et l'espoir que nos proches seront échangés. L'article se termine sur une note réconfortante, en suggérant que ces hommes ukrainiens peuvent maintenant être échangés contre des prisonniers de guerre russes. Il est important de noter que les conventions de Genève s'appliquent aux deux parties. D'après ce que nous savons, les Russes ont respecté ces conventions une fois qu'ils ont capturé des soldats ukrainiens. Le fait que cet homme ait été condamné à 22 ans de prison en Russie peut indiquer deux choses. Soit les Russes ont estimé qu'il avait commis des crimes de guerre, soit il y a d'autres raisons pour sa condamnation. Être prisonnier de guerre vous protège de nombreuses choses. Cependant, si vous commettez des crimes ou des crimes de guerre, vous pouvez être condamné à purger une peine ou même à la peine de mort. Par exemple, si vous essayez de vous échapper et tirer sur vos gardes, ce serait illégal. Vous n'êtes pas autorisé à faire cela. Et si vous le faites, vous pouvez être puni légalement sans que cela soit considéré comme un crime de guerre. Soit il a été établi que cette personne a commis des crimes de guerre et a été puni pour cela, soit, plus probablement, parce que l'article mentionne qu'il faisait partie du régiment Azov. Les milices qui ne combattent pas dans le cadre des forces régulières de l'ennemi ne sont pas considérées comme des prisonniers de guerre si elles sont capturées. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il est important d'obtenir le statut de prisonnier de guerre. Pour obtenir ce statut, vous devez faire partie de l'armée de l'autre camp ou d'une force militaire sous le commandement de l'autre camp. Vous pourriez faire partie d'une milice, mais tant que cette milice fait partie de la structure de commandement du camp opposé et non d'un groupe de sabotage organisé de manière privée, vous seriez reconnu. Mais le régiment Azov, nous le savons, n'était pas sous le commandement des Ukrainiens, du moins pendant la première année de la guerre, avant qu'il ne soit progressivement intégré. Je ne connais pas le statut actuel. Si la Russie ne considère pas ces personnes comme des prisonniers de guerre, cela expliquerait pourquoi il a été condamné à 22 ans. Vous ne pouvez pas détenir des prisonniers de guerre simplement parce qu'ils font partie de l'armée de l'autre camp.
il doit y avoir un autre crime commis. Si vous n'êtes pas un prisonnier de guerre, c'est une autre histoire. Je voulais juste attirer votre attention sur ce point. Le New York Times expose la situation des prisonniers de guerre. C'est quelque chose dont nous devrions nous soucier. Le statut de prisonnier de guerre est important. Il devrait être étendu au plus grand nombre possible de forces opposées, car il les protège. Cela garantit que les gens peuvent rentrer chez eux auprès de leur famille des deux côtés, qu'ils soient ukrainiens ou russes. C'est une bonne chose, y compris pour les membres du régiment Azov. Cela ne nous aide pas si nous créons plus de haine parmi ces groupes. Les prisonniers de guerre sont extrêmement vulnérables et méritent d'être protégés. Des situations comme celle-ci sont une honte. Cette personne, Andrew E. Kramer, est un criminel de guerre et j'espère qu'il sera poursuivi pour ses crimes de guerre. Merci beaucoup. Thank you very much. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.